Lacan, nous et le réel, 28e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors, cette séance est consacrée à la dernière séance du séminaire L'envers de la psychanalyse, où Lacan met en place les 4 discours, et elle est essentiellement consacrée à la notion de honte. La honte, donc, on peut considérer que c'est un affect, et que cet affect-là est témoin de la puissance, au sens premier du terme, la puissance du verbe. C'est-à-dire qu'un mot, par exemple, un seul mot, peut vous plonger dans la honte, et donc ce mot nous permet de faire le lien entre l'installation du discours du maître, tel qu'on l'a vu dans les 2 séminaires précédents, avec, donc je le rappelle, le signifiant maître qui, en haut à gauche, vient produire un effet de langage sur le sujet, et donc représente le sujet pour un autre signifiant, et non pas pour un autre sujet. Et ce qui est opposé donc à la notion de signe qui, lui, s'adresse, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un. Donc, Lacan, dans sa dernière leçon, parle de l'expression bien connue qui est « mourir de honte ». Mourir de honte est un effet rarement obtenu. C'est pourtant le seul signe, je parlais de un moment de ma définition, il y a un signe, le seul signe d'aujourd'hui qui s'assurer la généalogie doit il descendre d'un signifiant, un signe quelconque. Après tout, peut toujours tomber sous soupçon d'être impossible, c'est-à-dire obsède. Alors, mourir de honte, il dit que c'est le premier affect du langage. Parce qu'il y en a d'autres, par exemple, on emploie mourir de rire, mais ça n'arrive pas souvent. Eh bien, mourir de honte, ça n'arrive pas non plus. Il n'empêche que, si cette expression existe, c'est qu'elle est liée à la dégénérescence du signifiant en signe. Et Lacan va déployer dans cette leçon le fait que nous ne mourrons pas de honte, mais ne mourant pas de honte, nous allons passer une vie entière à la boire, cette honte à petits traits. Parce que, justement, il y a quelque chose que nous maintenons de toutes nos forces, qui s'appelle le discours universitaire, qui est une perversion du discours du maître, et que, pour ne pas revenir au signifiant, qui nous signifie, nous allons persister avec notre manière de blablater autour de tout et de n'importe quoi et des signes, et en fait, c'est là que s'articule la honte. Donc c'est une honte, comme disent les gens. C'est une expression de Lacan. C'est une honte. Il devrait produire une ontologie correctement. Car c'est la conséquence directe de « il n'y a pas de chose avant le langage pour le sujet », étant donné qu'il faut bien qu'il ait été accroché par le langage et que le langage c'est ce qui permet, à partir du signifiant maître, de mettre en place un réel.
le réel étant strictement inhérent au symbolique. Alors là, je voudrais juste, pour essayer d'éclairer ce petit passage, renvoyer à la notion de plein et de vide. Pour exprimer ce point de vue, pour l'illustrer plutôt, parler de la notion de vase. Le vase que Lacan épingle aussi avec un autre exemple qui s'appelle le pot de moutarde. Et donc le vase, c'est quelque chose qui va faire intervenir deux notions, la notion de plein et la notion de vide. Mais ces notions-là, ce qui est le plus souvent oublié, elles ne peuvent apparaître que parce qu'il y aura eu du langage, parce qu'il y aura eu cet effet de langage, et donc cet affect de langage qui fait que l'on peut considérer le plein et le vide. Et donc, ce sont des notions qui s'opposent. Elles s'opposent exactement comme dans les mythes, mais au fond, elles veulent dire la même chose, sous un angle opposé. Voilà. Là, on rejoint un petit peu les séances précédentes sur le mythe dire de la vérité, le fait que la vérité elle-même ne peut jamais être dite toute, car il y a un écart entre une vérité et sa vérité contraire, sa vérité adverse, comme le personnage de Balthazar Gracian du Criticon dont j'ai déjà parlé. En attendant, mourir de honte est le seul aspect de la mort qui mérite quoi? La mérite. Alors Lacan va très loin dans cet affect de la honte, c'est-à-dire qu'il dit que l'affect de la honte, qui est le premier affect, est le seul affect qui mérite effectivement la mort. Mourir de rire, peut-être pas, mais de honte, oui. Parce que il est là dans le symbolique au premier degré, c'est-à-dire que le signifiant maître, vient inscrire le sujet, le marquer de son sceau de la mort. C'est un sujet qui va mourir. Hein. Donc là, Lacan s'inscrit dans la tradition, de Heidegger qu'il va dépasser, mais néanmoins, c'est l'être pour la mort en tant que la mort d'un par-l'être, d'un être humain, d'un corps parlant. Ce n'est pas la même chose que la mort d'un autre être de cette planète. Le fait qu'il soit marqué par le langage, marqué par la mort, le fait que le langage soit lui-même la mort annoncée, c'est ce qui fait que la honte est le premier affect qui mérite effectivement la mort, qui la mérite, comme il le dit, précisément à la dernière leçon de l'Envers. Que la mort, ça mérite. Le temps au moins de mourir de honte qu'il n'en soit rien. Ça arrive maintenant. Eh bien, c'était la seule façon de la mériter. C'est votre chance. Ça n'arrive pas. Petit regard de la précédente malchance. Alors, il vous reste la vie comme honte à voir. Parce qu'elle ne mérite pas qu'on en meure. Lacan va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il dit clairement que si vous avez de la chance, vous pouvez éprouver le fait de mourir de honte. Sinon, c'est de la malchance. Et il vous reste une vie entière à la boire, cette honte, de trahir ainsi le signifiant. Donc, il dit ça après Vincennes, c'est-à-dire l'intervention qu'il fait en 68 à Vincennes, où il dit que, à ce qu'il paraît, on a été content de lui, mais lui n'a pas été content de Vincennes. Ce n'était pas réciproque, comme il dit. Il dit ça parce qu'il épingle là la bouffonnerie à laquelle tous les discours sont ramenés, c'est-à-dire la futilité. Bien sûr, ça ne mérite pas la mort, dit-il plus loin dans l'Envers. C'est-à-dire, c'est la manière de ramener tout ça à la futilité, au blabla, aux blagues, comme il y a en ce moment partout grâce à Internet. On ramène tout à des blagues, à du blabla, de la futilité. Et en fait,
ça permet justement d'échapper, enfin de croire en tout cas, que le sujet échappe à l'emprise du signifiant. Mais il n'en est rien. Donc la honte, c'est vraiment un des affects les plus puissants, et la honte est liée à l'objet regard, c'est-à-dire au regard comme objet petit a, qui sait au fond de moi que je ne suis pas forcément ce que je montre aux autres. Et ce serait de se retrouver comme ça, tout nu, par exemple, dans la foule. Il y a beaucoup de rêves comme ça où on se retrouve nu, et où on aurait honte de sa nudité, comme Adam et Ève ont eu honte de leur nudité dans le récit biblique. C'est-à-dire, c'est en référence à l'autre dont le regard nous percevrait dans notre point aveugle, tel que nous ne nous voyons pas nous-mêmes et tel que nous ne voudrions pas nous voir. Donc nous avons là l'origine même de la honte, c'est-à-dire notre trahison de la vérité. Alors la vérité, ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi simple qu'on le croit aussi, hein, puisque on va en parler plus tard, mais on va voir que la vérité s'oppose au savoir, mais elle n'est pas en elle-même quelque chose de forcément vénérable ou profitable, hein. Elle peut être hideuse, la vérité. Le fait idiot, ne sont pas du tout négligeables, mais qui apparaissent d'autant mieux qu'on se reporte à mes petites lettres. Je trouve un position vouloir superficielle. Alors, l'université. Bien sûr, ils peuvent chercher du côté tout son film sur un petit bateau. On peut mettre le petit temps qu'ils sont et puis d'autres qui sont la nature de la progression du savoir dominé. Donc, la honte, bien sûr, ça soulève chez Lacan la question comment se comporter avec la culture. Parce que nous vivons dans une certaine culture, et là, l'exemple qu'il cite, lui, c'est à l'époque, il y avait deux revues qui s'opposaient radicalement, la revue de gauche, qui s'appelait Les Temps modernes, et la revue de droite, qui s'appelait Minute. Et lui, il met au défi de couper les articles en petits morceaux, et puis de les mélanger, et il met au défi de savoir à quel organe appartient tel ou tel passage. Et on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'en référer à un tel dispositif, il suffit de voir, puisque nous sommes en juillet, donc les résultats du bac, avec plus de 90% de reçus au bac, et donc ça, c'est la culture, c'est l'éducation. Hein. Ministère, à l'époque même, les ministères étaient liés de la culture et de l'éducation, du temps du festif Jack Lang. Hein. Nous avions cette collusion de la culture et de la communication. Et de l'éducation, pardon. Et alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, je crois que c'était culture et éducation, non, à un moment. Bon. Enfin, la culture et l'éducation, d'une manière générale, sont extrêmement liées. Et cette culture-là, en fait, nous permet de comprendre pourquoi Lacan dit que le discours universitaire, ce n'est pas le discours tenu par les universitaires. C'est une structure particulière qu'on a déjà vue. Donc, c'est S2 vers petit a, qui donne le sujet barré en résultat, en production, et l'impossible retour vers le S1, qui est le signifiant maître. L'impuissance à revenir du sujet barré au signifiant maître. Et
l'exemple qu'il donne, c'est le discours dominant de l'Union soviétique. Il dit ça, c'est typiquement le discours universitaire. Alors, il nous faut revenir un petit point d'histoire là-dessus, c'est-à-dire que le discours de l'Union soviétique, c'est un discours programmatique. Donc, on fait coller les choses aux mots. Donc là, par exemple, c'était dans les années 80, je ne sais plus combien, où il y avait Lionel Jospin qui a décidé, donc avec les socialistes au pouvoir en France, le fait qu'il devait y avoir, c'était un programme, 80% de réussite au bac. Et donc, effectivement, l'objectif a été atteint. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'il y a eu une telle dégradation de l'éducation, une telle dégradation des connaissances, que le niveau scolaire en France, qui était quand même assez élevé, notamment en mathématiques, les mathématiciens français étaient réputés, au niveau des lettres, etc. Et le niveau s'est complètement effondré. Là, il y a toute une série de professeurs qui font des articles pour montrer à quel point le niveau s'est effondré. Ce que je constate aussi pour ma part avec mes propres enfants, dont je suis atterré de ce qu'on leur apprend à l'éducation nationale. Alors, ce discours-là, c'est le discours universitaire. C'est-à-dire c'est un discours où le signifiant maître se cache. Alors, quel est le signifiant maître qui se cachait en Union soviétique? Il suffit de voir pour ça les défilés du 1er mai. 1er mai, dont, au passage, on se souvient qu'au départ, c'est une fête américaine. Donc, pour qui ces immenses défilés étaient mis en scène, cette espèce de perfection gymnique, cette chorégraphie était mise en scène, si ce n'est pour le grand autre, c'est-à-dire le grand autre du progrès historique. C'est-à-dire que c'est un des mots, en fait, qui vient se substituer au grand autre qui serait Dieu ou qui serait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est refoulé, là, ce qui reste sous la barre et qui reste totalement insu, inconnu et inaccessible, le sujet est impuissant à le rejoindre, c'est le signifiant maître au nom duquel tout discours devient lisible. C'est-à-dire que le signifiant maître, c'est ce qui permet la lisibilité d'un discours. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient capitonner un texte et le rendre lisible. Si vous avez un problème de lecture, cherchez le signifiant maître. Ça, c'est une des questions que l'on se pose quand on a à se repérer dans la structure. Donc vous avez là une approche justement rigoureuse, car elle est discursive, à partir de la matrice des 4 discours, de ce qui s'appelle se repérer dans la structure. Nous sommes sous l'empire du discours universitaire qui, comme on l'a déjà vu, est le principal soutien du discours capitaliste. Jeune parmi vous, il y a longtemps que je vous aime. Je suis bien capable de le dire sans vertu. Il vous manque là, il vous manque un peu. Alors, ce que je dis là, Lacan le dit lui-même, vous pouvez le dire aussi bien que moi. Ce qu'il vous manque, c'est un petit peu de honte. Si vous aviez un petit peu de honte, si vous aviez un peu honte de cet état dans lequel on vit, et que vous la preniez à votre compte, cette honte, eh bien, vous pourriez le dire aussi bien que moi, puisque c'est juste une histoire de honte et rien d'autre. C'est-à-dire que c'est pour ne pas se retrouver avec une honte à vivre gratinée, c'est-à-dire inconsciente, ou masquée par son contraire, c'est-à-dire une certaine impudence, qui refoule la honte. C'est ce que découvre la psychanalyse. Il y a derrière toute cette impudence, cet étalage et cette absence de toute pudeur, de toute rigueur, une honte à vivre gratinée. C'était réglementé. Une pauvre, vous le verrez lutter à chaque phase, honte vivre. C'est ça que découvre la psychanalyse. Avec un peu de sérieux,
c'est-à-dire de maintenir de toutes vos forces pour du maître permanent, c'est pour l'université. Régalez-vous. Alors il y a un passage très célèbre, hein. Vous allez me dire la honte, quel avantage. Si c'est ça l'envers de la psychanalyse, très peu pour nous, hein. Mais Lacan répond... Vous répondez, vous en avez à fond. Si vous ne le savez pas encore, faites une tranche, comme on dit. Si vous ne le savez pas encore, faites une tranche, comme on dit. C'est la honte de soutenir mordicus un discours qui est la perversion du discours du maître, qui est le discours universitaire. Et là, Lacan conclut « régalez-vous » en faisant un jeu de mots entre régaler et Hegel. Parce que ce qu'il découvre, c'est que c'est Hegel qui, le premier, a mis à jour dans la phénoménologie de l'esprit cette farce de devoir parler de quelque chose qu'on ignore afin de pouvoir persister dans cette passion de l'ignorance que nous sommes des sujets du signifiant. Donc signifié par un signifiant maître. Plus vous serez ignoble, dans quelle question plus vous serez ignoble, mieux d'ailleurs. Plus vous serez ignoble, ça veut dire non pas, comme le croient certains, je pense à quelqu'un de particulier, là, qui pensait que l'ignominie, c'était manquer à sa parole, etc. Non, non, ce n'est pas ça. L'ignominie, c'est dont parle Lacan, le fait d'être ignoble, c'est que dans la phénoménologie de l'esprit, la conscience vile est la vérité de la conscience noble. Ce que vous demande le discours dominant, c'est d'être ignoble, c'est-à-dire de vous assimiler, vous, à un discours de valeur. C'est-à-dire d'être... il exemplifie là la réforme de l'université, qui n'est pas si loin, donc, puisque c'est 50 ans, et aujourd'hui, l'université a suivi cette pente au point où les études françaises, en fait, du primaire jusqu'à l'université, ont subi une dégradation très importante. Être ignoble, ça veut dire s'identifier au discours universitaire, c'est-à-dire ne pas chercher le signifiant maître, hein, ne pas être dans ce souci du signifiant, mais être dans le signe, car l'ignominie, c'est de faire chuter le signifiant au signe. Il n'y a pas de contingent dans la position de l'esclave. Il y a la nécessité dans le savoir que vous produit cette fonction signifiante. Bien sûr, le savoir qui a fait ça le premier. Et alors, la beauté, la balle qu'on envoie mettre à l'éclat. Mais c'est quelqu'un qui avait un Lacan en revient sur Hegel pour vérifier si effectivement, quand il dit « régalez-vous », il a exagéré ou pas. Et il dit non, non, je n'exagère pas, c'est absolument fascinant. Et d'ailleurs, il en conclut en se demandant qui du maître ou de l'esclave est venu en premier. Et ce renvoi de la balle de l'un à l'autre, en fait, se fait autour d'un trou qui est celui que vient occuper le signifiant maître. Et c'est à partir de ce trou-là du réel qu'on peut comprendre aussi ce qu'est le réel. C'est-à-dire que c'est la place vide que serait venu occuper le signifiant maître avant de faire de nous des sujets de langage. Si on veut avoir quelque chose à faire avec la situation, voir seulement le roulement du discours du maître.
le trou d'où jaillit le signifiant maître, donc le trou du réel d'où jaillit le signifiant maître, et qu'on peut border, qu'on peut aborder, dont il faut se rapprocher de toute façon pour essayer de faire avec la honte. Et peut-être que justement, en faisant avec la honte, on évite de passer une vie qui compense une honte gratinée, une honte de vivre gratinée. Parce qu'il faut faire avec un peu de honte, de cette honte-là que nous avons justement de dénier ce réel qui est le trou d'où jaillit le signifiant maître pour nous précipiter dans les signes et donc les choses qui signifient quelque chose pour quelqu'un, plutôt que de revenir à notre signifiant maître, à partir duquel, justement, c'est à chacun de nous, c'est en quoi la psychanalyse est universelle, c'est pas pour tous, hein, l'omnibusisme, qui doit être le nom latin, lettré du pour-tousisme actuel, donc c'est pas pour tous, c'est le fait que nous sommes chacun de nous, est lié à la prégnance d'un signifiant maître à partir duquel nous pouvons réguler quelque chose de notre vie sans avoir honte, justement. C'est-à-dire, c'est pas sans avoir honte, mais sans avoir à compenser de mourir de honte, de ne pas avoir à questionner notre signifiant maître. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est plutôt toute l'impudence, la manière de refouler le fait d'être signifié par ce bout qui est ce bout de réel que vient recouvrir le signifiant maître et qui est quelque chose d'inhumain, c'est ce que nous devons questionner et sur quoi nous devons revenir. Pour ça, il nous faut éprouver à minima, voilà, c'est ça, à minima un peu de honte. Et Lacan lui-même va jusqu'à dire à ses auditeurs que peut-être que lui-même, de temps en temps, il leur fait un peu honte. Pas trop, il arrive de nous faire honte. Et leur faisant honte, il leur permet de se réconcilier avec cet affect-là, qui n'est maîtrisable que si on accepte d'en prendre un petit bout, d'avoir honte soi-même, de ne pas souscrire à cette vérité-là, et de trahir justement la vérité du signifiant maître. Mais évidemment, le SR, savoir dans la situation universitaire, de prétention de coller à venir être. Alors, ce que Lacan articule, c'est le S1 comme signifiant maître en tant que le secret du savoir. Et le savoir est lié à la jouissance. Et donc se met en place notre possibilité de savoir par cet épinglage du signifiant maître, et donc notre jouissance elle-même. C'est pour ça que Lacan dit « il n'y a de savoir que jouit ». Sinon, c'est juste un transfert de connaissances, et c'est la manière dont la parole devient une charogne, c'est-à-dire quelque chose de mort et que l'on rapporte afin de se faire auteur, comme il dit. Et ce qui ne permet pas de sortir du discours universitaire. Donc pour ça, il fait appel notamment à Balthazar Gracian et à son livre Le Criticon, dont la troisième partie fait état de la vérité en travail d'enfant. Parce qu'il est marqué dans le séminaire, il est transcrit un travail d'enfant. Mais en fait, comme c'est la vérité en couche, c'est la vérité en travail d'enfant, c'est-à-dire en train d'accoucher. Et là, c'est dans un lieu où seuls les êtres les plus purs sont rassemblés, et dès qu'ils apprennent que la vérité est en travail d'enfant, tout le monde se carapate, tout le monde fuit, parce que personne ne peut supporter la morsure de la vérité. Donc la vérité, justement, elle n'est pas à confondre avec le savoir. Il faut bien
effroyable dans la vérité, c'est ce qu'elle met à sa place. Donc après, bien sûr, le Dieu de l'autre, toujours, il est fait, il inscrit la vérité. Mais ça, c'est dans le enjeu de la parole et du langage. Et là, bien sûr, c'est la vérité, c'est-à-dire tout ce qui est cet ordre, c'est-à-dire compris, voir le mensonge, mais pas non sur le fondement de la vérité. De toute façon, ce n'est que d'où il est faux que le savoir se préoccupe de vérité. Si le savoir est vrai, il s'en balance de la vérité. Ça, ce sont des mots de Lacan dans l'envers. Effectivement, dans le rapport entre la vérité et le savoir, c'est quelque chose qui vient comme lié au signifiant maître du départ. Le savoir ajoute au réel. C'est bien pour cela qu'il faut porter le fond Il y a tout un passage où Lacan va montrer que la vérité est ce qui vient miner tout savoir et que les savoirs eux-mêmes ne sont pas éternels parce que ce qui est éternel, c'est la vérité au nom de laquelle nous pouvons parler, puisque la vérité fait structure de tout discours. Mais ça ne fait pas pour autant la vérité quelque chose de supérieur. C'est ça qui est intéressant. C'est que la vérité elle-même n'est que le contrepoint de quelque chose qui s'est oublié, qui est forcé de s'oublier et qui est notre propre castration. Donc la vérité vient comme un envers, en vérité, donc de ce qui a été refoulé, de notre propre appartenance définitive au monde du langage, c'est-à-dire d'être nous-mêmes des effets de langage. Donc la vérité, à partir de là, elle n'est pas autre chose que cet envers-là positivé. Comment est-ce que ça vient du discours du maître? C'est cela qui est l'autre face de cette fonction de la vérité, non pas la force, mais la dimension dans laquelle elle se nécessite comme être de quelque chose de caché. Donc ce qui veut dire que la vérité, c'est un lieu, voilà. C'est un lieu, comme dit Lacan, c'est un lieu de passage, c'est un lieu d'évacuation. C'est un lieu, on pisse dedans, on se lave dedans. C'est un lieu d'évacuation nécessaire, indispensable, notamment pour laver tous les savoirs. Donc la vérité, c'est, on y est forcément fiancé en tant qu'analyste à la vérité. Mais on ne peut en aucun cas l'épouser, ni même en faire une union libre, parce qu'il faut nous en méfier. Il n'y a pas à sacraliser la vérité. La vérité, elle est juste cet envers-là du fait que nous soyons des êtres castrés, c'est-à-dire que nous ayons subi, en tant que référent du discours du maître originel, une castration qui fait de nous des effets du langage. Nous ne pouvons pas accéder à notre propre corps, nous ne pouvons pas accéder au monde indépendamment du langage qui lui-même nous piège dans ses ensorcellements multiples. Et c'est ça la vérité, c'est à cet ordre-là que nous appartenons. Et donc la vérité, voilà, la vérité, c'est ce qui vient miner, nettoyer, mais pas nettoyer au sens de quelque chose qui serait plus pur, c'est le lieu où doivent passer les savoirs. C'est pour ça que le savoir ne vient jamais à bout de la vérité. Et la vérité elle-même n'est qu'une chute du savoir. C'est-à-dire une chute du savoir découvre toujours un bout de vérité. Et ce bout de vérité-là, un moment qu'il a été aperçu, ça suffit. On ne peut pas savoir toute la vérité. Il n'y a pas d'ailleurs de toute la vérité. C'est pour ça que la vérité ne peut être que midite. Il y a un acte de quel savoir on le découvre de plein de sa chance. Le
savoir tombe au rang de symptôme d'un autre regard. Mais là, c'est la vérité. Pour la vérité, on se tape. Ce qui tout de même ne se produit que de son rapport au réel. Mais ça se produit importe beaucoup moins que ce que ça produit. Les faits de vérité n'est qu'une chute de savoir. Lacan a une position paradoxale avec la vérité. Parce que d'un côté, il met en garde donc contre la vérité qu'on ne saurait épouser, avec qui on ne saurait se marier, mais d'un autre côté, son influence de rappeler que Freud lui-même déclare que le symptôme a la vérité comme cause. Donc, sa position, elle est parfaitement lacanienne, hein, c'est-à-dire c'est un mi-dire qui nous permet de situer correctement la vérité. La vérité, dans l'analyse, par exemple, il faut en laisser le fil à celui qui la tient, c'est-à-dire l'analysant. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons avoir une bonne distance avec la vérité. Mais aujourd'hui, dans l'analyse, on se préoccupe un peu plus de vérité depuis Lacan, parce que, justement, c'est lui qui a remis, avec son retour à Freud, c'est lui qui a permis de renouer la pratique analytique et donc la théorie analytique, puisque la théorie analytique n'est rien d'autre que le déploiement circonstancié de sa pratique dans le fil de la vérité qui est à l'origine des symptômes. Puisque c'est là où on rejoint une nouvelle fois les discours. Vous savez, la vérité, elle se place à partir du moment où le signifiant maître apparaît. C'est un semblant qui vient en lieu et place de la vérité. C'est parce qu'il y a ce semblant et de l'autre côté cette jouissance que la vérité apparaît comme un creux par rapport à une bosse. Donc c'est pour ça que le creux et le plein sont des éléments qui nous permettent de saisir que déjà là nous sommes forcément a priori dans le langage. Si nous ne sommes pas dans le langage, un chien ou un chat, même s'ils sont des animaux domestiques, c'est-à-dire le langage ne leur est pas étranger, mais il est impossible de rentrer dans la conception du creux et du plein, du vide et du plein. C'est-à-dire ils ne peuvent en faire que l'expérience, mais ils ne peuvent pas se la représenter. Nous sommes, nous, l'espèce marquée par le langage, et donc nous pouvons nous représenter ça, mais nous oublions que c'est parce que nous sommes d'abord des êtres inscrits dans le langage que nous pouvons arriver à cet exploit-là. C'est un exploit de pouvoir nommer les choses. Ce n'est pas l'exploit ultime, mais de pouvoir nommer, c'est de pouvoir reconnaître et se représenter. Et donc, à partir de là, il y a un écart entre nous et la représentation qui fait que nous ne pouvons que nous imaginer et imaginer l'homme. Et cet écart-là, c'est ce qui s'appelle précisément le réel. Le réel qui est très difficile d'accès, bien sûr. On y arrive par le symbolique et par plusieurs pistes, dont Lacan déploie dans l'envers notamment l'approche scientifique du réel, avec la manière dont l'usage des petites lettres par Galilée va donner l'accès à la physique. Et depuis le début, bien sûr, le réel en tant que porté par les mathématiques qui soutiennent la physique, donc un jeu de lettres qui permet d'entrer dans le réel, mais sans jamais l'épuiser, parce que toujours en le confusant avec le symbolique. Et donc il y a toujours une part qui échappe, et cette part-là, c'est toujours le réel lui-même, la part qui échappe. Donc il peut y avoir un cerclage du réel, notamment par les logarithmes, parce que les opérations mathématiques de l'addition et de la multiplication sont coordonnées à partir d'un certain moment, à partir de Leibniz précisément, pour arriver à faire entrer quelque chose dans ce réel. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'y avait même pas possibilité d'imaginer qu'il y aurait ce réel. Alors nous avons affaire, nous, à ce réel. Et l'analyste est celui qui a le plus à faire avec le réel. Parce que le réel, c'est ce qui ne va pas par rapport au monde. Le monde tel qu'il tourne, et ce qui fait sa fonction de monde, il tourne, et il tourne tellement que ça en fait quelque chose d'immonde. Hein. La plupart du temps, quand vous ouvrez vos ordinateurs, vos portables ou je ne sais quoi, votre télévision, vous allez avoir un flux de nouvelles qui confinent à l'immondice.
Mais ce qui est à proprement parler réel, ce n'est pas le monde. Le monde est immonde. Le réel, c'est ce qui est dans les interstices du symbolique, et c'est la limite interne à ce qu'on peut dire. Mais sans le symbolique, nous n'accéderions pas à ce réel. Et le réel, il est dans les silences, dans les creux de l'analysant, où l'analyste lui-même peut, en écoutant avec son inconscient, les battements de l'inconscient de l'analysant, accéder à ce réel-là, mais par le fait que l'analysant dise les mots, que ça franchisse la barrière de ses dents. Donc à partir de là, l'inconscient peut être interprété. Voilà. Là nous avons, parce que l'inconscient, évidemment, est réel. Donc il ne peut pas y avoir d'inconscient réel par rapport à un autre inconscient qui serait symbolique, puisque l'inconscient, c'est le réel lui-même. Le réel n'est pas d'abord pour être su. Entre parenthèses, la seule figure à conduire l'idéal. Voilà, le réel n'est pas connu pour être su, puisque, comme dit Lacan, c'est la seule digue à contenir l'idéalisme, mais c'est pour faire avec. Ce n'est pas tout le réel, parce que tout le réel, c'est une aberration, rien que l'expression tout le réel, parce que le réel, justement, ne peut pas être tout. Il n'y a pas de tout le réel. La mort du dieu Pan, c'est, je ne sais plus si c'est dans l'envers ou si c'est dans l'adresse aux catholiques, mais tout le réel, c'est impossible. Donc l'accès au réel, qui nous est possible en tant que sujet, passe par le symbolique et par la cure analytique. Le savoir supposé, donc, à mon avis, le psychanalyse dans ses transferts, je n'ai pas que le psychanalyse en soit supposé savoir la vérité. Lacan pose la question du sujet supposé savoir. Et il dit que personne parmi les analystes lui a posé la question à lui. Supposé savoir quoi? La vérité? Mais sûrement pas. Sûrement pas. Parce que ça ferait chuter le transfert. Et là, on voit les rapports entre l'amour et la vérité. Il y a le langage de la parole et de la place. Et tout ça, on l'a marché, nous sommes néolithiques, nous avons aucune trace d'une dimension existante qui s'appelle l'être. En fait, depuis le néolithique, il y a le discours, la langue, la parole, mais rien de ce qui constitue, comme pour nous aujourd'hui, la notion de lecture. Et en fait, la lecture, la capacité de lire, c'est ce qui est directement corrélé au signifiant maître. Le signifiant maître, on peut dire que c'est ce qui capitonne un univers de lecture, c'est-à-dire une cohérence globale du texte dans ses moindres articulations, c'est là où intervient le signifiant maître. Donc ça nous permet de situer aussi temporellement l'entrée dans le discours du maître, la possibilité de l'inconscient, dont il aura fallu attendre le XXe siècle, enfin la fin du XIXe siècle, pour que Freud puisse mettre à jour cette possibilité-là humaine d'entrevoir une désaliénation possible du langage qui nous ensorcelle. L'identification et la touche populis querum sont du même côté. Et tout l'empire, c'est les autres en plus. Et il faut savoir que se sentent avec les autres en plus. Ils ne sont pas du tout voir clairement comment sortir. Je voudrais leur faire remarquer que l'essentiel du terme, c'est la production. La production là-haut, ça se traduit. C'est l'influence. Senatus populusque Romanus. Senatus populusque Romanus.
C'est-à-dire que les sénateurs et le peuple sont du même côté. Voilà ce sur quoi Lacan revient dans l'Envers, notamment. C'est-à-dire que la lutte des classes elle-même, parce que c'est un très fin lecteur de Marx, n'a pas directement à voir avec le prolétariat, mais avec ceux qui sont exclus de l'Empire. C'est-à-dire la part manquante ou la part restante de ce qui n'est pas le peuple romain lui-même. Ce sont les exclus de ce peuple-là qui font que les étudiants, en 68 en tout cas, puisque c'est la période de l'Envers, enfin c'est juste après, s'identifient à ces exclus-là. C'est là où il y a un petit hiatus dans la lutte des classes. Ce n'est pas le peuple, hein, c'est vraiment ceux qui sont exclus du peuple qui font la dialectique. Parce qu'il y a quelque chose en manque et quelque chose en excès. Hein, c'est-à-dire eux manquent de l'Empire lui-même et ils sont excessifs par rapport à l'Empire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas rentrer dans les cases de l'Empire. Donc la véritable lutte des classes, elle est là, elle fonctionne sur un mode identificatoire. C'est-à-dire une identification, c'est un produit de la jouissance qui est un produit qui peut être ruineux dans la jouissance. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sans, on l'a vu avant-hier, dans la notion de ségrégation. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une fraternité, pour qu'on puisse fraterniser, il faut que nous puissions nous isoler ensemble. C'est une condition indispensable à la fraternisation. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans la lutte des classes telle qu'elle est présentée de manière orthodoxe, c'est-à-dire par les marxistes, et sur lequel Lacan revient. Donc avec cette remarque-là sur le prolétariat romain qui sont des gens distingués. Même s'ils vivent dans un état de moindre richesse et de moindre élévation sociale, ils n'empêchent qu'ils sont souvent plus distingués que les sénateurs eux-mêmes. En tout cas, ils font partie du même monde. Quand Jacques-Alain Miller se présente comme co-auteur des séminaires de Lacan, il est permis de se poser la question. Lui, qui est censé ne pas ignorer les moindres articulations de l'enseignement de Lacan, quel est son rapport à la honte et à l'impudence ? Le 6 mars 1991, sort en librairie la transcription du 17e séminaire de Lacan, fait en 1969-70. La couverture montre, dans la deuxième moitié inférieure droite de l'image, le jeune Cohn-Bendit de 68, les yeux écarquillés, un sourire mi-enfantin, mi-moqueur aux lèvres, faisant face à un CRS dûment casqué qui, lui, occupe la moitié gauche de la composition, jusqu'à déborder du cadre pour insister sur la différence de taille entre ce qu'il est convenu d'appeler un représentant des forces de l'ordre, à gauche, et le porte-parole, pour les médias, des étudiants. L'illustration photographique, outre la disproportion de taille des opposants, semble suggérer que nous avons ici affaire à un endroit et un envers, puisque le séminaire 17 s'intitule précisément « L'envers de la psychanalyse ». Il n'en est rien en vérité. Ils sont tous deux du même côté. Comme cela n'est que trop flagrant sur la photo où le vieux Cohn-Bendit, 50 ans après 68, fait sans vergogne la chenille ou le petit train derrière le président Macron qu'il soutient, auquel il s'accroche comme un aveugle à son chien. Quelle honte, dit l'expression populaire. C'est trop la honte, dirait-on aujourd'hui. Mais qui devrait avoir honte ? Jacques-Alain Miller savait-il, lorsqu'il a publié la transcription de ce séminaire en 1991 ? Il est écrit en toutes lettres dans le texte de Lacan, dont il se dit co-auteur, on peut trouver à justifier avec mes petits schémas que l'étudiant n'est pas déplacé à se sentir frère, comme on dit, non pas avec le prolétaire, mais avec le sous-prolétariat. Le prolétariat, il est comme la plèbe romaine, c'était des gens très distingués. La lutte de classe contient peut-être cette petite source d'erreur au départ,
que ça ne se passe pas absolument sur le plan de la vraie dialectique du discours du maître. Ça se place sur le plan de l'identification. Senatus populusque Romanus. Ils sont du même côté. Et tout l'Empire, c'est les autres en plus. Il s'agit de savoir pourquoi les étudiants se sentent avec les autres en plus. Ils ne semblent pas du tout voir clairement comment en sortir. Je voudrais leur faire remarquer qu'un point essentiel du système est la production de la honte. Cela se traduit, c'est l'impudence. Le culot de Miller, c'est d'avoir mis ce texte en 4e de couverture. Où est-ce le plus efficace lorsqu'on a une feuille à cacher ? Réponse, on la cache dans la forêt. Vous n'avez pas honte ? Mais d'où vient la honte ? De quoi avez-vous réellement honte ? De votre manque, du fait d'être castré. Lacan, en 1968, a tiré les conséquences de la projection d'un film apporté par Madame Aubry, qui portait sur la confrontation des enfants au miroir et qui fut réalisé dans une école spécialisée en Angleterre. Le film montrait une petite fille qui confrontait sa nudité au miroir et, je cite Lacan, « sa main en éclair vint occulter le manque phallique ». Que cache-t-elle ? Qu'elle ne l'a pas. Qu'il n'y a rien à cacher. C'est justement ça qu'il lui faut cacher. Elle a honte. Elle n'est pas coupable, toujours déjà coupée. La honte n'est pas à confondre avec la culpabilité. La culpabilité vient après. On est coupable par rapport à son désir, alors que la honte regarde la jouissance. Honte devant qui ? Devant l'autre, avec un grand A, bien entendu. L'autre n'est pas forcément là, présent, sur place. Il n'a pas besoin de daseiner. L'autre est toujours logiquement présupposé du seul fait qu'il y ait langage. L'autre comme lieu où se décide le registre du sens et des significations. Lacan dit que le phallus, en tant qu'il est le signifiant de la castration et de la jouissance, est aussi le signifiant de cette Aufhebung qu'il inaugure, initie, par sa disparition. C'est pourquoi le démon de la pudeur, Cham, surgit dans le moment même où dans le mystère antique, le phallus est dévoilé, voire la peinture célèbre de la villa de Pompéi. La notion de phallus, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Rendons la parole au Lacan de la conférence de Londres. Il suffit de voir comment réagit la petite fille pour voir qu'il ne s'agit pas seulement du pénis. La notion de phallus, cela ne règle rien. Ce n'est pas cela qui sert à faire les bébés. Quand on fait un bébé, c'est un faux pas. Parfois, la femme veut avoir un bébé. Elle imagine ainsi sa consécration comme femme. Mais ce n'est pas si simple. Freud a distingué phallique et génital. Cela s'impose. J'ai tardé à m'en rendre compte. Si on part d'un ovule et d'un spermatozoïde, on arrive à l'insémination artificielle, mais pas à une relation qui a à voir avec le sexe. Toujours Lacan, cette fois dans RSI. Eh bien, il y a vraiment un lien de ça, quelque chose qui était rendu sensible dans le film par quelque chose qui, que ce fût un petit garçon ou une petite fille, je vous le souligne, avait la même valeur. L'élision sous la forme d'un geste, la main qui passe devant, l'élision de ceci qui était peut-être un phallus ou peut-être son absence. Il y a là quelque chose dont le lien est en quelque sorte primordial, qui s'appellera plus tard la pudeur, mais dont il serait excessif de faire état à l'étape du miroir. Le phallus, donc, c'est le réel. Voilà qui permet de comprendre que le manque de phallus puisse se faire sentir avec encore plus de honte par ceux-là même qui sont déjà dotés d'un pénis. La honte du corps n'est pas sans résonance avec la peur du corps. Le dévalement du signifiant au signe, signe qui comme chacun sait se compose d'un signifiant et d'un signifié, est corrélatif d'un passage de l'avoir à l'être. Avoir un corps, être un corps.
Concernant la différence sexuelle, Lacan, comme souvent, a trouvé la formule qui sonne. L'avoir sans l'être pour l'homme et l'être sans l'avoir pour les femmes. Les hommes et les femmes se différencient par leur manque, et c'est bien pourquoi la différence sexuelle est réelle, définitivement irréductible à toute articulation dans le symbolique. Vous allez me dire, la honte, quel avantage! Si c'est ça l'envers de la psychanalyse, très peu pour nous. Je vous réponds, vous en avez à revendre. Si vous ne le savez pas encore, faites une tranche, comme on dit. Cet air éventé qui est le vôtre, vous le verrez buter à chaque pas sur une honte de vivre gratinée. C'est ça ce que découvre la psychanalyse. Avec un peu de sérieux, vous vous apercevrez que cette honte se justifie de ne pas mourir de honte, c'est-à-dire de maintenir de toutes vos forces un discours du maître perverti, c'est le discours universitaire. Régalez-vous, dirais-je. Lacan s'adresse aux annalistes, ou prétendu-t-elle. Il a une petite vérité à leur dire. L'envers de la psychanalyse. Il y a toujours un envers. Et où il y a envers, il y a barre, forcément, qui sépare contenu manifeste et latent, ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous la barre. Depuis Lacan, nous ne pouvons plus ne pas savoir que l'envers du discours de l'analyste, c'est le discours du maître. Ce discours du maître dont on a vu qu'il se caractérise par le surgissement d'un S1, signifiant maître, au lieu du trou du réel, qu'il bouche, qu'il borde et qu'il barre pour faire du sujet un effet du signifiant qui signifie le sujet, non pas auprès d'un autre sujet, mais auprès d'un autre signifiant, faisant ainsi de chaque sujet un sujet toujours singulier, représenté par un signifiant. Un représentant de commerce, en quelque sorte, avec une carte de visite, mais qui n'arrive jamais à destination, contrairement à la lettre qui, elle, y arrive, car l'adresse de la carte de visite ne peut être que la mort. Avant de signifier quelque chose, le langage signifie toujours pour quelqu'un. Que l'on mérite de mourir de honte, que ce soit l'affect par excellence, cela veut dire que la dégénérescence du signifiant est sûre d'être produite par un échec du signifiant, soit l'être pour la mort en tant qu'il concerne le sujet, et qui pourrait-il concerner d'autres? Le sujet est un effet du signifiant, nous nous escrimons à le rappeler. L'un des apports majeurs de Freud est celui-ci, qu'il n'y a pas besoin de savoir qu'on sait pour jouir d'un savoir. C'est seulement à travers son accrochage dans cette chaîne signifiante qui aura débuté par un trait unaire, comme le décrit Freud à Fliss dans la lettre 52, que le sujet de l'inconscient, qui ne sait pas, s'inscrit dans la perspective d'un savoir, un savoir insu, par lequel, depuis son ignorance même, il pourra s'engager à trouver une place dans l'ordre du monde. La vie seule, brute, nue, ne suffit donc pas. Le signifiant maître S1 apparaît dès lors comme ce qui donne au sujet sa valeur de finitude propre. Les animaux périssent, seul l'homme meurt. Mourir pour rien et mourir pour un désir, ce n'est pas la même mort. Il y a deux morts et un entre-deux morts que les anciens Grecs avaient dénommé athée, qui donnera le mot atroce. Du fait du signifiant, la psychanalyse suppose un homme qui est a priori rapport à la seconde mort, qui n'est pas seulement la mort biologique, mais la mort du sujet en tant que représentée par un signifiant. Ceux qui ont sacrifié cette dimension sont ceux qui se sont voués à mourir de honte. Mourir de honte est le seul affect de la mort qui mérite. Qui mérite quoi? Qui la mérite. On s'en est longtemps tu. En parler, en effet, c'est ouvrir ce réduit, pas le dernier, le seul dont tienne ce qui peut se dire honnêtement de l'honnête. Honnête qui tient à l'honneur. Tout ça, c'est honte et compagnon. À l'heure de ne pas faire mention de la honte, justement de ce que mourir de honte est pour lui, pour l'honnête, l'impossible. Nous y voilà. Le réel de l'honnête homme. Ne pas pouvoir mourir de honte.
Le signifiant S1 est ce à partir de quoi l'honnêteté prend sa vraie valeur devant la mort. L'honnête est indissociable de l'honneur qui, en contrepoint, convoque la honte. Que l'honneur se fonde sur le signifiant maître, cela signifie que la vie brute, la vie nue et crue, n'est pas la vraie vie. Grâce à la honte, cette vie biologique ne l'emporte pas sur l'honneur, sauf à se réduire à la survie. Arthur Feldman, un écrivain juif, avait noté que notre survie se paye généralement au prix de notre vie. Voilà ce qui arrive si le sujet est dépourvu d'un signifiant qui vaille, privé de S1. La disparition de la honte est directement corrélative du refoulement du signifiant maître, le S1, qui est passé sous la barre, à gauche, dans le discours universitaire. Voici donc comment cela s'éclaire. Dans l'éthique de la psychanalyse, en 1960, Lacan définit le sujet de l'inconscient comme le sujet originel, le sujet en tant qu'il fonctionne comme sujet, détectable dans la chaîne des phénomènes, et qui n'est pas autre chose que celle-ci. C'est que ce qu'un sujet comme tel représente à proprement parler, essentiellement, originellement, c'est cela, c'est qu'il peut oublier. Lacan ajoute, supprimer ce « il », le sujet est littéralement à son origine et comme tel l'élision d'un signifiant. Le signifiant sauté dans la chaîne. Peut-on être plus cristallin ? Le signifiant introduit deux ordres dans le monde, la vérité et l'événement. Le signifiant disparaît, le sujet lui-même saute. Voilà la honte portée à son degré ultime, l'oubli du sujet en tant qu'il est sujet oublieux. La déchéance du sujet en moi-je est directement corrélative de celle du signifiant en signe. C'est ça l'obscène. C'est dans le discours universitaire que le S1 se cache sous la barre, en bas à gauche. Cet air éventé qui est le vôtre, vous le verrez buter à chaque pas sur une honte de vivre gratinée. C'est ça ce que découvre la psychanalyse. Avec un peu de sérieux, vous vous apercevrez que cette honte se justifie de ne pas mourir de honte, c'est-à-dire de maintenir de toutes vos forces un discours du maître perverti, c'est le discours universitaire. N'a-t-on pas ici l'impression que Lacan s'adresse depuis sa tombe aux Miller, Solaire, etc., tous ces professeurs d'université qui professent, tous ces psys d'institutions, avec leur air éventé, que font-ils d'autre sinon maintenir de toute leur force ce discours du maître perverti qu'est le discours universitaire ? Ne croyez pas qu'à les épingler ainsi, ce soit dénigrement. Au contraire, cela pourrait les aider à s'y retrouver dans la structure. Qu'y a-t-il de plus pathétique qu'un psychanalyste qui ne sait pas ou plus dans quel discours son sujet est pris ? Le refoulement sous la barre du signifiant maître 1 dans le discours universitaire, comment opère-t-il son retour si ce n'est par une multiplication de signifiants maîtres que sont les noms propres ? Les noms propres de qui ? De qui produisent des thèses. Pour peu qu'il n'ait pas écrit de grosses conneries, en s'épanchant sur un texte qui ne parle pas d'eux-mêmes, vous verrez qu'on leur trouvera parfois un certain génie. C'est pour ça que ça serait peut-être pas un très mauvais moyen que de ne pas aller dans ce sens-là, puisque pour bien désigner quelque chose qui s'inscrit comme ça, très facilement dans ces petites lettres, qu'est-ce qu'on produit ? On produit quelque chose de culturel, mais quand on le met dans le droit fil de l'université, ce qu'on produit, enfin, c'est une thèse. Ceux qui se sont fait un nom à l'université, un nom propre donc, ces nouveaux signifiants maîtres pullulants à qui les étudiants auront dû rendre hommage dans leur thèse en les citant, c'est la règle, s'en retrouvent si imbus d'eux-mêmes qu'il ne saurait leur venir à l'idée de refaire une tranche, comme le recommandait Lacan, ou qui ont fait une tranche si fine qu'elle n'avait qu'une seule face. Comment dès lors s'étonner que l'envers en soit dénié ? Dans les textes et commentaires sur la honte des universitaires, on ne trouve jamais une fois mention de cette honte inconsciente qui est sous la barre, le contrepoint de l'impudence. Le sujet du discours universitaire blablate sur l'inconscient, il en a fait son fonds de commerce.
Mais en vérité, il n'y croit pas à l'inconscient. En tout cas, pas pour lui. Lacan avait pourtant précisé dès 1960 dans l'Éthique. Telle est la première place, la première personne. Ici se manifeste comme telle l'apparition du sujet, faisant toucher du doigt pourquoi la notion de l'inconscient, pourquoi et en quoi la notion de l'inconscient est, dans notre expérience, centrale. Partez de là et vous y verrez l'explication de bien des choses, ne serait-ce que de cette singularité repérable dans l'histoire qui s'appelle les rites. Les rites, je veux dire, en tant qu'il s'agit de ces rites par quoi l'homme des civilisations dites primitives se croit obligé d'aider, d'accompagner justement la chose la plus naturelle du monde, c'est à savoir le retour des cycles naturels. L'exemple de Vatel que donne Lacan dans l'envers de la psychanalyse nous rappelle deux choses. D'une part, l'honneur n'est pas affaire de catégorie sociale, mais de sujet. Et d'autre part, qu'un bout de honte suffit pour ne pas avoir à mourir de honte. La honte du manque ayant tourné en manque de honte, senza vergogna, comme on dit en Corse, la conséquence en est une vie ignoble, une vie sans rien à honorer, une vie sans honneur. Mais qu'à cela ne tienne, il suffit de faire un pas de plus dans l'ignoble pour transformer le manque de la honte en honte de la honte, c'est-à-dire la fierté. Pride, dans la langue du discours dominant. La fierté de la honte est devenue emblématique dans nos sociétés du capitalisme tardif. Quoi que je fasse, j'ai toujours honte et c'est encore ce qu'il y a de meilleur en moi, disait Imre Kertész. Si la psychanalyse institutionnelle s'est à ce point dévoyée de la subversive découverte freudienne de l'inconscient, de son noyau révolutionnaire réel, cela tient beaucoup à la prolifération médiatisée, éhontée, de psychanalystes, ou se faisant passer pour tels, qui sont en vérité les premiers promoteurs du discours universitaire qui est, du point de vue de la structure, ce qu'il y a de plus adverse au discours de l'analyste. Les deux plus grands fournisseurs de ces soi-disant psychanalystes sont logiquement les deux plus grands groupes psychanalytiques, par le nombre, institutions se réclamant de l'enseignement de Lacan, l'école de la cause freudienne fondée par Jacques-Alain Miller en 1981, coiffée désormais par une usine à gaz dénommée Champ freudien, et l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, fondée en 1998 par un collectif d'anciens membres de l'ECF, ayant fait scission et dirigée d'une main de maîtresse d'école par le double féminin de Jacques-Alain Miller, Colette Solaire, un autre éminent professeur d'université, elle aussi formatée à l'ENS. Lorsqu'en janvier 1980, Lacan dissout son école freudienne de Paris, il motive son acte de ce qu'il appelle l'échec de la passe de l'analysant à l'analyste, qui était la raison même de la fondation de son école. Lacan, parce qu'il se demandait que peut-il se passer dans la tête de quelqu'un ayant fait une analyse pour vouloir devenir analyste, était parti de l'hypothèse qu'une passe de l'analysant à l'analyste était un fait de structure, témoin que le sujet n'était plus du tout le même à sa sortie qu'à son entrée, ayant constaté dans sa pratique qu'il y vient comme une boule dans un jeu de tric-trac. Lacan invente donc une procédure pour tirer ça au clair, parce qu'il souhaite que les psychanalystes se reconnaissent entre eux comme tels, à partir de l'analyse et non pas sur la base de critères préétablis de type universitaire et autres, confrérie, initiation, cooptation, copinage. Il construit donc la procédure de la passe sur le modèle du mot d'esprit. Un passant raconte son historiole analytique à un quidam comme lui, qui en sera le passeur, pour un jury de la même veine qui devra apprécier si ça tient debout. Exemple donné par un lacanien ayant échoué dans sa passe. Le passant raconte qu'il a rencontré Salomon Rothschild au bain de Luc et que ce dernier l'a traité d'une façon tout à fait familionnaire. Le passeur prend note et va transmettre ça texto au jury. Et tout le monde est plié de rire car ils sont de la même chapelle. La chapelle évoquant bien entendu l'église, comme c'est souvent le cas dans les groupes analytiques. Où en est-on aujourd'hui avec cette passe, presque 40 ans après la dissolution par Lacan de l'école freudienne de Paris ? La passe s'est transformée en impasse pour la transmission de la psychanalyse.
Jacques-Alain Miller, Jam pour les médias, depuis qu'il est devenu inséparable de l'indécrottable BHL, qu'il a eu l'impudence de dire qu'il l'avait convoqué au chevet de la psychanalyse, fait donc, après la mort de Lacan, main basse sur ce qui reste de la machinerie lacanienne et impose son idée, entre guillemets, que la passe, où il n'avait strictement jamais mis les pieds du temps de Lacan, c'était la traversée du fantasme. Un apax lacanien que Lacan lui-même n'a jamais exploité, et pour cause, la traversée du fantasme, cela veut dire exactement le contraire de ce qu'on croit en comprendre a priori. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre en dehors de toute illusion. Ce qui est le fantasme ultime, traverser le fantasme signifie précisément renoncer au fantasme d'y échapper. Le sujet a traversé le fantasme lorsqu'il accepte en soi et pour soi la nécessité ontologique de l'illusion. Son illusion. Chacun ne voit le monde qu'à travers la fenêtre de son fantasme fondamental. Bref, depuis plus de 20 ans, Colette Soler a aligné elle aussi son école des forums du champ lacanien sur le diktat millérien, qui, s'il n'a strictement aucun rapport avec la passe telle que Lacan l'avait imaginée et tenté de la mettre en œuvre avant d'en constater l'échec, s'avère très utile et particulièrement efficace pour asseoir son pouvoir personnel et développer une expansion sans limite en montant des comptoirs un peu partout dans le monde au nom de la politique de la psychanalyse. Comptoirs que viennent visiter de temps en temps des psychanalystes de renommée mondiale, entre guillemets, pour renforcer le gouverneur mis en place, adoubé par les locaux et, à l'occasion, lui remonter un peu les bretelles de la théorie. Bien entendu, Miller est celui qui a poussé le bouchon le plus loin en se substituant au cartel de la passe pour nommer analyste de l'école à eux un de ses propres analysants que le cartel n'avait pas nommé. Toute honte bue. Ah, elle aurait été tripotée, cette pauvre passe, qui aurait dû signaler la sortie du transfert et qui en réalité fait la preuve que l'impétrant est au contraire toujours sous transfert, passant un examen comme pour entrer à l'école, selon une pure procédure de type universitaire, une formalité plus ou moins colorée de cooptation à l'opposé radical de l'éthique psychanalytique. Comment ces dérives, de la jouissance, pervertissent-elles la transmission de la psychanalyse ? Aux grandes dames du discours de l'analyste, que les psychanalystes authentiques s'efforcent de vouloir servir, c'est bien le discours universitaire, dont le signifiant maître sous la barre permet d'éradiquer discrètement le grain de sable de l'énonciation, qui régit massivement l'économie relationnelle de ces groupes. Les pratiques perverses de domination et de soumission sont devenues l'ordinaire des institutions psychanalytiques, qui n'ont de psychanalyse que le nom, la logique qui les domine étant précisément celle du discours dominant, psychologisant, sociologisant, moralisateur et démoralisant. Les deux multinationales, millériennes et solériennes, poursuivent leur développement conformément aux vœux de l'étude de marché. La première commandée par le capitaine Win-Win, surnommé Ouin-Ouin par les médias moqueurs, l'autre pilotée par la Solaire, comme elle se surnomme elle-même, qui après avoir rejeté la prétention de Miller à incarner le +1 du groupe, en a fondé un autre, et qui à force de vouloir y briller jour et nuit, en est devenue la +1, la femme qui existe. L'obstination des deux professeurs d'université à faire coller l'enseignement lacanien avec leur rêve de suprématie, leur fantasme d'immortalité symbolique, a donc fini par naufrager la transmission de l'enseignement lacanien sur le roc de la passe qui affleure dans des eaux peu profondes, raison pour laquelle il ne coule pas, mais demeure couché sur le flanc, les forçant à réinventer ce qui n'était pas du tout à retoquer chez Lacan. Chacun, à sa façon, a donc été amené à faire l'hypothèse de l'existence, au-delà de l'inconscient freudien, d'un inconscient réel. Ainsi, pour Colette Soler, il y a l'inconscient langage et l'inconscient la langue, soit l'inconscient réel. Alors, je cite Colette Soler. Lacan y donne, selon moi, un modèle réduit de ce qu'on appelle la chute du sujet supposé savoir, soit une passe à l'inconscient réel que j'écrirai désormais ICSR pour éluder les signifiés du terme inconscient. Colette Soler in Lacan, l'inconscient réinventé, page 46.
Et pour Jacques-Alain Miller, il y a l'inconscient transférentiel et l'inconscient réel, non transférentiel. Je cite Miller. En revanche, l'inconscient réel, c'est l'inconscient qui ne se laisse pas interpréter. Et c'est pourquoi, dans ce texte ultime ou pré-ultime, puisqu'il y a encore celui de Tout le monde est fou, l'inconscient est défini comme le lieu où l'interprétation n'a plus aucune portée. Jacques-Alain Miller, Chose de finesse en psychanalyse, 13, cours du 25 mars 2009. Le passage de l'inconscient supposé à l'inconscient réel est désigné comme passe au réel, chez Colette Solaire, ou vers le réel, Jacques-Alain Miller. Alors que Lacan a toujours été clair là-dessus. Qu'est-ce que la neutralité de l'analyse si ce n'est justement ça, cette subversion du sens, à savoir cette espèce d'aspiration non pas vers le réel, mais par le réel. Rappelons aussi que Lacan avait déjà posé la question. L'inconscient est-il imaginaire ou réel ? Difficile de le savoir. Avant de trancher, l'inconscient est réel. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait deux inconscients, comme le soutiennent Jacques-Alain Miller et Colette Solaire. Lacan affirme lui-même qu'il n'y a qu'un inconscient, et c'est la raison pour laquelle il y pense jour et nuit. L'insu que c'est de l'une bévue, c'est l'amour, 1977. Sans omettre de préciser que l'inconscient, s'il s'origine bien de la langue, n'en est pas moins structuré comme un langage. Et s'il est vrai que Lacan incite à explorer un peu plus le réel au-delà du peu de réalité du fantasme, en ce qui concerne la transmission de la psychanalyse, dans ce qu'elle a d'absolument singulier et subversif, tout se joue à la dernière conception de la passe énoncée par Lacan, passée inaperçue, et qui est très précise. La passe dont il s'agit, je ne l'ai envisagée que d'une façon tâtonnante, comme quelque chose qui ne veut rien dire que de se reconnaître entre soir, si je puis m'exprimer ainsi, à condition que nous y insérions un « ave » après la première lettre, se reconnaître entre savoir. Jacques Lacan, 15 février 1977. Pour Miller et Solaire, la fin de l'analyse amène au manque du manque. Le sujet est comblé, il est satisfait pour Solaire. Il n'est plus divisé pour Miller. Pour les deux professeurs, arrivés en ce point, le patient peut laisser tomber son analyste et vivre sa vie. Alors que pour Lacan, le manque est réel. Citons Lacan. Un signe quelconque, après tout, peut toujours tomber sous le soupçon d'être un pur signe, c'est-à-dire obscène. Établir une distinction entre la psychanalyse et ce qui n'en est pas, Lacan appelle sémiotique toute discipline qui part du signe, pas du signifiant, du signe pris pour objet. Ceci pour marquer que c'est précisément ce qui fait obstacle à la saisie du signifiant en tant que tel. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Le signe représente quelque chose pour quelqu'un. Le signe suppose donc toujours le quelqu'un à qui il fait signe de quelque chose. Lacan insiste, qu'on appelle ce quelqu'un comme on voudra, ce sera toujours une sottise. Le signe suffit à ce que ce quelqu'un se fasse du langage appropriation comme d'un simple outil. De l'abstraction, le langage n'est plus que support, comme de la discussion moyen, avec tous les progrès de la critique, que dis-je, de la pensée à la clé. Vous noterez l'ironie lacanienne portant sur la pensée. La honte, c'est la chute du signifiant au signe. Chute signifiant au signe, l'animerait du papier sans feu. Psychanalyste, c'est du signe que je suis avec. Je signale de quelque chose que j'ai à traiter. Je sais d'avoir à la logique du signifiant trouvé à rompre le leurre du signe, que ce quelque chose est la division du sujet, laquelle division tient à ce que l'autre soit ce qui fait le signe. Parfois, il ne saurait représenter un sujet qu'un être un que de l'autre. Cette division répercute les avatars de l'assaut qui, telle qu'elle, cette division, l'a affrontée
savoir du sexe, traumatiquement, de ce que cet assaut soit à l'avance condamné à l'échec pour la raison que j'ai dite, que le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. D'où mon énonciation. Il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la